Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale législative au Sénégal. Pas de majorité absolue pour le camp présidentiel. Score historique d'une opposition à l'Assemblée nationale. Les leaders des coalitions moins représentatives seront les faiseurs de roi au Parlement. Publication des résultats. Yewwi Askan Wi s'en lave les mains pour le mandataire national. L'intercoalition n'est nullement concernée par les résultats publiés ce jeudi. Va-t-on vers un imbroglio post-électoral sans fin? Nous faisons le point dans cette édition avec Moundiaye Cissé de l'ONG 3D et Souleymane Niang, directeur de l'info au groupe Futur Média. Bonsoir Souleymane. Bonsoir à toutes et à tous. 82 sièges pour Benno Bokk Yakaar, 80 pour l'intercoalition Yewwi Wallu Aar Sénégal. Les serviteurs MPR et Bokk Gis Gis se partageront 3 sièges chaque coalition. C'est une composition de l'Assemblée nationale inédite parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Les résultats ont été publiés cet après-midi par le président de la Cour d'appel. La coalition Benno Bokk Gis Gis obtient au total 1 siège au scrutin proportionnel. La coalition Natangué Askan Wi n'a pas de siège. La coalition Aar Sénégal obtient 1 siège au scrutin proportionnel. La coalition Benno Bokk Yakaar obtient 57 sièges au scrutin majoritaire et 25 sièges au scrutin proportionnel, ce qui fait 82 sièges. Buntu Bi n'obtient pas de siège. Les serviteurs MPR obtiennent 1 siège au scrutin proportionnel. La coalition Wallu Sénégal obtient 16 sièges au scrutin majoritaire et 8 au scrutin proportionnel, ce qui fait 24 sièges. La coalition Yewwi Askan Wi obtient 39 sièges au scrutin majoritaire et 17 au scrutin proportionnel, ce qui fait 56 sièges. Il y a eu des observations et des réclamations. Nous y avons répondu. Conformément aux dispositions de l'article L89 du Code électoral, le procès-verbal et l'ensemble des pièces annexées seront transmis au président du Conseil constitutionnel. Pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est une première, Souleymane Niang. L'Assemblée nationale se présentera dans une configuration inédite pour la première fois dans l'histoire de cette institution et dans l'histoire de la politique, enfin, dans l'histoire politique du Sénégal. On se retrouve avec une Assemblée nationale où d'abord il n'y a pas une majorité absolue. C'est-à-dire 50% des députés plus un député. En restant dans les pourcentages, en réalité, Benno Bokk Yakaar aujourd'hui dispose de 49,69% des députés à l'Assemblée nationale, alors que Yewwi Askan Wi se retrouve avec 33,93% et Wallu 14,55%. Les 3 autres coalitions qui ont obtenu un député chacune à la faveur de la proportionnelle du plus fort reste. Absolument. Et Bokk Gis Gis. En tout, représente 1,8% de l'Assemblée nationale. Cela augure de débats, d'un fonctionnement particulier qui va caractériser l'Assemblée nationale, à la condition bien naturellement que les résultats tels que présentés, publiés aujourd'hui, soient confirmés par le Conseil constitutionnel, puisque on peut penser que la coalition Yewwi Askan Wi et peut-être d'autres coalitions présenteront ou introduiront des recours au niveau du Conseil constitutionnel. Mais il est évident que l'ère des votes à une majorité qualifiée, une majorité écrasante, l'ère des décisions sans appel de la majorité est une ère dépassée. La page est tournée. Désormais, il faudra faire des compromis entre la grande opposition et la grande majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Et peut-être on n'est pas à l'abri de compromission parce que
l'une des caractéristiques de cette élection, c'est qu'on n'est plus dans l'atomisation un peu de l'espace politique avec des dizaines de partis, de coalitions de partis, de candidats venant d'horizons divers. On est dans une sorte de bipolarisation avec des acteurs qui, quoique très minoritaires, ne sont pas moins déterminants dans les décisions finales. Il s'agit des 3 coalitions qui vont se retrouver dans une position de faiseur de roi. Et je parle de compromission parce qu'il y a des engagements forts qui ont été pris lors de la campagne électorale. Sénégal, MPR, les serviteurs et même Bokk Gis Gis, toutes ces coalitions qui vont faire basculer le rapport de force dans un sens ou dans un autre, ont porté leur campagne sur des questions éthiques et c'est là où elles seront attendues, comment elles vont monter des alliances, défaire des alliances avec les uns et les autres, parce que d'habitude ce qui se passe pour obtenir les faveurs de telle ou telle coalition, on sait comment ça se passait jusqu'à présent. En termes de distribution de prébendes, en termes de distribution de strapontins, d'avantages divers. Cette fois-ci, on peut penser que cela ne se passera pas comme ça et que les alliances porteront vraiment sur des convergences de vues, sur des questions fondamentales et sur la pertinence des réformes que les uns ou les autres vont proposer. Dans tous les cas, la composition de cette 14e législature augurera des débats disputés, voire des compromis politiques pour faire voter tout simplement des lois. Après la proclamation des résultats cet après-midi par la Commission nationale des recensements des votes, le mandataire national de Yewwi Askan Wi s'est rendu au tribunal de Dakar pour décrier la posture de la commission. Déthié Fall souligne que sa coalition n'a pas signé le PV de la dite commission. Pour lui, le président Macky Sall est minoritaire ce soir au Sénégal. Yewwi Askan Wi n'a pas signé le PV de la Commission nationale de recensement des votes parce que pour nous, il est hors de question qu'on nous refuse un droit consacré par le code électoral qui est d'examiner tous les documents en notre possession et au niveau de la Commission nationale de recensement des votes, qu'on nous refuse ce droit et qu'on veuille participer à une mascarade. Malgré la fraude massive notée et constatée, malgré l'emprisonnement des opposants, malgré les invectives, le président Macky Sall n'est plus majoritaire dans ce pays. Il n'a plus la majorité, il l'a perdue. Aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale où il n'a plus que 82 députés que nous contestons, alors que la majorité à ce niveau est de 83. Il n'est plus majoritaire dans ce pays parce qu'en suffrage absolu, Benno Bokk Yakaar a 1 518 000 voix, alors que l'intercoalition, si vous faites le cumul de leurs suffrages, est à 1 542 000 voix. Respectivement donc, en relatif, Macky Sall est à 46,5%, là où l'intercoalition est à 47,3%. Ce qui veut dire que les populations ont rejeté le président Macky Sall qui désormais ne peut plus faire comme avant, engager des réformes qui vont dans le sens de l'appauvrissement des Sénégalais et de nos ressources. Il sera obligé de conjuguer avec l'opposition. Il sera obligé aujourd'hui de se comporter au niveau de l'Assemblée nationale avec sa coalition comme opposition parlementaire parce qu'il n'est plus majoritaire. Déthié Fall, le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, Souleymane Niang, on peut le dire, le temps du contentieux électoral est ouvert. Oui, à partir d'aujourd'hui, l'une quelconque des coalitions peut saisir le Conseil constitutionnel dans un délai prescrit par la loi. Et si le contentieux porte ou affecte une autre coalition, celle-ci a également un délai prescrit par la loi électorale pour répondre à travers un mémoire. Et ensuite seulement le Conseil constitutionnel pourra proclamer les résultats définitifs. À l'évidence, en tout cas, si on en juge par ce que Déthié Fall, le mandataire
il ne le dit pas explicitement. Il dit, et le président de la Cour d'appel de Dakar a informé que des observations et des réclamations ont été faites à leur niveau et que ces observations et réclamations ont fait l'objet de réponses qu'il n'a pas détaillées. Est-ce que la coalition Yewwi Askan Wi, voire l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu, va aller au-delà de ces réclamations et observations et ouvrir le contentieux à travers un recours formel au Conseil constitutionnel? Ils ne le disent pas. Donc demain, il fera jour et on saura si véritablement le Conseil constitutionnel devra décider par rapport à d'éventuels recours des uns et des autres. Il ne faut pas exclure que ces recours viennent d'autres coalitions. Pour l'instant, on n'en entend pas parler, mais il ne faut rien exclure, y compris, il ne faut pas exclure que Yewwi Askan Wi n'introduise pas de recours, puisque, Déthié Fall l'a dit, les résultats qui ont été présentés, publiés aujourd'hui, n'engagent pas leur coalition et ne les concernent pas. Autre son de cloche du côté du pouvoir, cette fois, Maître Ousmane Seye, qui lui-même siège à la Commission nationale, jubile, voire parle de majorité absolue. Le voici avec notre reporter au Palais Lat Dior. Le Sénégal est un pays de démocratie avec un peuple mûr. Il y aura des débats de haute facture à l'Assemblée nationale. A signalé que Benno Bokk Yakaar a plus de députés que les autres coalitions. Il n'y a pas d'intercoalition. Il y a juste 8 coalitions à l'Assemblée nationale. Également, on constatera 3 à 4 groupes parlementaires. Et le jeu démocratique va nous obliger à nous entendre. Il faut souligner que la présidence de l'Assemblée nationale reviendra à Benno Bokk Yakaar. Présidentielle, puisqu'il ne faudra plus parler de majorité présidentielle. Le camp présidentiel sera forcé de s'entendre avec d'autres forces politiques, comme vous l'avez dit, les autres petites coalitions, entre guillemets, pour faire tout simplement adopter des lois à l'Assemblée nationale. Alors, il faut sortir les calculettes avec 82 députés. C'est vraiment en deçà du seuil de la majorité absolue. Donc, il faudra au moins un député de l'une ou l'autre coalition à l'Assemblée nationale. Après, il ne faut pas exclure que ce soit l'une des deux grandes coalitions, mais si cela n'était pas possible, puisque Yewwi et Wallu sont dans une intercoalition, donc on peut supposer qu'il y aura une solidarité et, une solidité de cette intercoalition telle que Benno Bokk Yakaar ne pourra pas aller puiser là-bas des voix en cas de vote égal, etc. Mais il y a les 3 coalitions qui ont chacune un député et c'est à ce niveau-là que tout va se jouer, non pas seulement pour Benno Bokk Yakaar qui aura besoin au moins d'une voix dans ce camp-là, mais également pour l'intercoalition Yewwi Wallu, puisque avec les 3 coalitions qui ont obtenu chacune un député, les 3 prises ensemble en solidarité avec cette intercoalition auraient également une majorité absolue pour faire passer un certain type de vote. Alors pour tout vote qui nécessite une majorité qualifiée, on n'en a pas suffisamment parlé et c'est là où des choses importantes vont se décider. C'est là où il faudra jouer très serré, vraiment faire montre de beaucoup d'astuces, d'intelligence et de diplomatie pour pouvoir constituer justement des majorités qualifiées au 3/5 pour faire passer un certain type de décision à l'Assemblée nationale. On n'en est pas encore là. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, pour faire passer des textes simples où on a juste besoin d'une majorité simple, absolue, donc de 50% plus 1, ces 3 coalitions qui ont chacune un député vont peser de tout leur poids. L'intercoalition Yewwi Wallu crie au complot et à la confiscation des suffrages des Sénégalais. On va aller dans le nord du Sénégal, une
une zone où il y a eu des difficultés signalées en tout cas par l'opposition, suspicion de fraude dans le Fouta. Les présidents des SEDA de Kanel et de Ranérou démentent le mandataire de la coalition. Le scrutin s'est bien déroulé, ils l'ont dit à notre correspondant à Matam, Ali Bordelniak. L'écrasante victoire de la coalition présidentielle dans le Fouta, qui suscite des suspicions dans le camp de l'opposition, ne souffre d'aucune irrégularité. C'est du moins la réaction du président de la SEDA de Kanel à la charge de la supervision du scrutin du dimanche dernier, Daouda Sy. Ali, sur cette question, nous étions en contact avec nos superviseurs sur le terrain, les contrôleurs et les superviseurs sur le terrain. En fait, à chaque fois, ils nous appelaient pour nous communiquer franchement le déroulement des opérations. Et en aucun moment, ils n'ont pas relaté ce genre de phénomène-là dans les lieux de vote ou bureaux de vote. Donc pour moi, c'est une chose qui n'a jamais existé. C'est la même lecture de Massamba Bitey, président de la SEDA du département de Ranérou, qui assure que malgré les intempéries, le processus est allé à terme. En tant que président de la SEDA, je peux vous assurer que le déroulement, malgré les difficultés liées au phénomène naturel que constitue en tout cas la pluie, les zones difficiles d'accès. Nous avons arrosé, ça veut dire que nos représentants ont accédé à tous les lieux et bureaux de vote du département de Ranérou. Les 47 lieux de vote qui couvrent 69 bureaux de vote ont été arrosés par tous les superviseurs et contrôleurs. À la compilation des résultats issus de différentes commissions départementales de recensement des votes, 138 504 se sont valablement exprimés. Benno Bokk Yakaar arrive largement en tête avec 124 554 voix, suivi de Wallu avec 3 896, Aar Sénégal 3e avec 2 629, Yewwi Askan Wi 4e avec 2 505 et les autres listes partagent le reste. À noter que la région de Matam a recensé plus de 1400 bulletins nuls. Merci beaucoup Ali. Chiffre contesté encore une fois de plus par l'opposition. L'intercoalition Yewwi Wallu parle de bureaux fictifs et de bourrage d'urnes lors de la conférence de presse la nuit dernière. Dans cette élection, Souleymane, on a beaucoup parlé de la liste départementale qui est une liste importante, mais manifestement c'est la proportionnelle qui fait peser la balance, qui fait la différence finalement dans le chiffre aujourd'hui. Oui, les départements représentent quand même 112 des 165 sièges à l'Assemblée nationale et la proportionnelle 53. En revanche, c'est sur la proportionnelle qu'est calculé le plus fort reste, le quotient national. Donc le plus fort reste qui permet qui est de 61 000 et quelques de s'assurer quand même une représentation un peu plus large à l'Assemblée nationale et pas seulement de grands partis. C'est donner la chance aux autres aussi qui se rapprochent un peu du seuil de passer à l'Assemblée nationale, ce qui est le cas de Aar Sénégal, de MPR Les Serviteurs et de Bokk Gis Gis. Tant mieux. En revanche, le problème que je perçois au regard de la controverse qu'il y a eu autour du vote des uns et des autres de telle partie du pays ou de telle autre partie du pays, je trouve que c'est un débat dangereux qu'il faut tout de suite arrêter. Et il y a des réformes certainement sur lesquelles il faut réfléchir. Évidemment, la liste départementale permet de s'assurer que l'Assemblée nationale est une représentation réellement nationale. Toutes les parties du territoire sont représentées à travers le vote sur les listes départementales. Mais ces listes départementales ont suscité ces débats. Les députés du Nord, les députés du Sud, les députés de telle région, etc. Je me demande s'il ne faut pas réfléchir aux moyens, justement, de rendre l'élection un peu plus nationale à travers plus de proportionnel et pourquoi pas la totalité de l'élection en proportionnel, en veillant à ce que les coalitions, par la loi, en veillant à ce que les coalitions présentent des listes qui couvrent l'ensemble du territoire national, ce qui fait que on n'aurait plus à voter pour les députés de ci et de ça. C'est à l'Assemblée nationale, c'est à la législature qui vient d'être élue de se saisir de ces questions-là, mais c'est également au président de la République et à tous les acteurs de réfléchir à cela. Mais il me semble que ce scrutin
disons, majoritaires, c'est-à-dire les listes départementales, ont une grande vertu, celle de s'assurer que toute la nation est représentée à l'Assemblée nationale au plan territorial, mais il y a les effets secondaires, les effets néfastes un peu de cette localisation excessive, justement, de la carte électorale, qui fait qu'on est tenté, si tout n'est pas bien encadré, de tomber dans des débats un peu au ras des pâquerettes sur les origines des uns et des autres, alors que la nationale, la liste proportionnelle, nous évite tous ces débats, avec aussi ses inconvénients. C'est que si tout ça n'est pas bien encadré, on peut se retrouver avec des listes nationales concentrées dans telle ou telle zone du pays. Voilà pourquoi il faut élargir la réflexion, combiner les stratégies pour trouver le meilleur dosage entre les deux modes de scrutin, ou alors choisir l'un des modes qui garantit que la cohésion nationale n'est jamais menacée par les discours politiques, les modes de vote, parce que ce n'est pas que la responsabilité des politiques, c'est aussi les électeurs. Parce qu'en général, quand on vote, on ne songe pas vote sur la proportionnelle. Ce qu'on voit d'abord, c'est vote de proximité, les listes départementales, des gens qu'on connaît, qui habitent avec nous, qui ont fait campagne avec nous, etc. Peut-être qu'il y a une réflexion à mener de ce point de vue-là pour éviter. Autrement, il faut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire garder le scrutin tel qu'il est, puisque personne ne s'en plaint par trop. En revanche, veiller à ce que dans les discours, les gens soient responsables avant, pendant et après le scrutin. Vous voyez ce que je veux dire. Deux autres certitudes de Souleymane, c'est l'érosion, en tout cas au vu des chiffres de 2017 et de 2022, c'est l'érosion de l'électorat du camp présidentiel. Ça, c'est la première certitude. La deuxième, c'est cette scission qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Il y a deux camps qui s'affrontent et la 14e législature, sa composition reflète carrément cette scission qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Ça, c'est deux certitudes également qu'il faudra analyser au sortir de ces élections. C'est également deux symptômes et deux effets d'une cause commune. C'est la montée en puissance de l'opposition, mieux organisée, plus agressive dans son discours, dans sa campagne, dans son rapport de force, dans son bras de fer avec le pouvoir, et l'effet aussi de l'usure du pouvoir. On est quand même à la fin du deuxième mandat, certains autres diraient du second mandat du président actuel, Macky Sall. Donc, c'est normal que l'électorat s'effrite, malgré tous les efforts qui ont été faits, mais les réponses apportées sont loin de satisfaire la très forte demande qui est accentuée par la poussée démographique. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, la conjoncture qui est extrêmement défavorable, la hausse du dollar, la hausse des prix d'énergie et d'alimentation, et toutes choses qui font que structurellement, il y a un effritement naturel, donc le déclin, la fin d'un cycle, etc., et une conjoncture extrêmement défavorable, y compris le timing de l'élection dans une période problématique qui est la période de la saison des pluies, avec toutes les inondations qu'on a eues, etc. Évidemment, je ne pense pas que ce soit l'élément déterminant. Il y a certainement des choix qui ont été opérés depuis très longtemps en termes de choix de vote, mais la conjoncture ne peut pas être exclue des facteurs qui ont influé sur le choix des uns et des autres, bien naturellement. Mais au plan structurel, c'est normal qu'au bout de 10 ans, le pouvoir s'effrite et qu'avec le travail quand même de coordination qui a été fait par l'opposition, cette intercoalition Yewwi Wallu, c'est quand même une trouvaille très intéressante. Ce n'est pas la première fois qu'on a des coalitions ou des coalitions de coalitions, mais c'est certainement l'une des rares fois où on a eu non seulement des partenariats qui vont au-delà des personnalités des uns et des autres. Le plus souvent, des candidats s'excluaient mutuellement parce qu'ils avaient les mêmes ambitions de devenir président. Mais là, on se retrouve dans une situation où la volonté d'en découdre avec le pouvoir en place transcende les ambitions des uns et des autres, et elle est soutenue
par le vécu commun. Je vous donne un exemple. Ousmane Sonko, en proie à des problèmes, disons, extra-politiques, d'ordre judiciaire, avec des risques perçus d'emprisonnement, de procès, etc. Khalifa Ababakar Sall, qui a eu une expérience très désagréable avec le pouvoir en place, lui qui est allé en prison, traîné dans la boue sur des questions, enfin en tout cas condamné par la justice, mais dont la réputation a été entachée par des histoires de détournement, de deniers publics, etc. Je pense que c'est le ciment qui a soudé un tout petit peu certaines personnalités qui, en temps normal, n'eût été ce vécu commun, n'auraient pas facilement pu se comprendre et agir en synergie. Et ça, c'est un facteur aussi assez important dans le résultat de ce qui s'est passé. Et une dernière chose, quand vous prenez Art Sénégal, dans sa composition, dans le profil de ses candidats, dans le discours, dans le contenu programmatique, dans le déroulement, la stratégie et tout, il est quand même étonnant qu'on se retrouve avec de tels résultats. Donc, évidemment... Et dans le vécu politique aussi. C'est très, très important. On est dans une grande bipolarisation qui n'exclut pas l'existence et l'importance de forces politiques qu'on aurait qualifiées de mineures dans d'autres contextes qui aujourd'hui vont faire basculer qui selon des faiseurs de droit, tout qui font des faiseurs de droit de l'Assemblée nationale. En tout cas, jamais une élection n'a été si disputée au Sénégal. Moundiaye Cissé de l'ONG 3D nous a rejoint. Bonsoir Moundiaye. Bonsoir chéri. Vous avez suivi les résultats provisoires publiés par le président de la Cour d'appel. Quelles sont vos réactions? Oui, d'abord... bonsoir Moundiaye. Mon frère Souleymane. Bonsoir également aux Sénégalais qui nous suivent à travers la TFM. C'est sans surprise. Je crois que déjà on avait les tendances. Parce que quand on connaît le système sénégalais, le système électoral sénégalais, on a une certaine confiance qu'on peut quand même accorder à ce processus-là. Parce que, vous savez, il y a toujours un plan de ramassage à partir des bureaux de vote jusqu'aux commissions départementales de recensement des votes, et ça passe ni par la préfecture ni au niveau des mairies, directement au niveau des commissions départementales où il y a des magistrats qui siègent vraiment avec la présence des mandataires et de la Sénat. Ensuite, la commission nationale comme c'est composé. Donc, je crois qu'on se félicite des résultats, on se félicite de la tenue globale du scrutin. Et ces résultats, maintenant, c'est un signal fort lancé aux acteurs politiques, pas seulement au pouvoir, mais à toute la classe politique, pour leur dire que, déjà, on a eu à dialoguer à travers le dialogue national et le dialogue politique. Là, on leur donne l'occasion de continuer le dialogue là où il faut. Le Parlement, c'est le lieu, c'est l'espace idéal pour discuter des réformes consolidantes, des réformes pouvant nous permettre d'avoir une démocratie disons, consolidée, un état de droit fort, une justice équitable, une justice qui ne marche pas non pas info-aider au pouvoir, vous voulez dire. Voilà. Quand vous regardez, justement, pour aller un peu plus vite, Moundiaye Cissé, quand vous regardez cette composition de cette 14e législature, vous vous attendez à quel genre de débat et quel est le message que vous avez envie de lancer à ces représentants aujourd'hui qui seront au Parlement? Je pense qu'il y a deux hypothèses. Je pense que le contexte peut biaiser l'efficacité de ce Parlement. Parce que juste après législative, on va aborder la période préélectorale pour la présidentielle. Et les ambitions vont naître, aussi bien au niveau de l'opposition qu'au niveau du pouvoir. Et donc, la crainte, c'est d'avoir un Parlement où chacun va vouloir tirer la couverture de son côté. Et ça ferait qu'on pourrait se retrouver à une guérilla parlementaire. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Ce qui serait l'intérêt du Sénégal, c'est que les acteurs, les élus qui seront au Parlement, se débarrassent de leur posture partisane. Et ensemble, moi je ne parlais pas de cohabitation forcément, mais de collaboration pour gérer une phase transitoire. Malgré les divergences politiques. Parce que chaque
parti a intérêt à ce qu'on ait une phase transitoire bien apaisée, mais une phase transitoire qui règle définitivement les contentieux notés au niveau du code électoral. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'aujourd'hui, on a vu Wade, Diouf, ensemble dans un gouvernement, ils ont pu générer le code consensuel Kebambaye. Oui. Donc, quand on se retrouve avec un gouvernement ou un parlement où il y a l'opposition fortement présente et une majorité qui cherche également à négocier, on pourrait là-bas définir des règles du jeu plus consensuelles, par exemple concernant le parrainage qui est aujourd'hui source de problème, la parité qui est source de problème et l'éviction de certains candidats qui ont perdu leur droit, comme Khalifa et Karim. Je crois que, donc, si on y va avec cette mentalité, si on y va avec cette volonté d'aller vers une cohabitation saine, c'est le Sénégal qui gagne. Oui. Par contre, si on y va avec chacun pour sa part, qui cherche à se singulariser pour, disons, des postures tout à fait politiciennes, on va vers des blocages. Ce qui n'est pas profitable, ce qui n'est pas surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps d'ici 2024. Il reste moins de 2 ans. Oui, c'est inédit ce qui se passe. Oui. C'est la première fois qu'on se retrouve avec une assemblée où l'opposition a plus de 30 députés. Mais c'est inédit. Et c'est inédit aussi qu'on se retrouve avec un président qui doit organiser des élections sans participer à ces élections. Et qu'est-ce que ça dit de la gouvernance publique, Moudia Cissé? Oui, je veux dire, tout ça, on peut le mettre dans le panier des réformes à apporter. Oui. Moi, j'ai toujours dit que le président Macky Sall a eu un bon bilan matériel. On ne peut rien lui reprocher en termes d'infrastructure. Mais là où il a péché, c'est le bilan immatériel du président Macky Sall. C'est-à-dire la gouvernance sociale. La gouvernance, la consolidation de notre démocratie et de notre état de droit. D'accord. On peut citer beaucoup de réalisations immatérielles, entre guillemets, avec Wade. Et Wade nous a donné la Sénat. N'est-ce pas? Wade nous a donné un ministre de l'Intérieur, disons un ministre de l'Intérieur non partisan. Il nous a donné beaucoup de choses. Diouf, c'est avec lui qu'on a eu le code consensuel Kebambaye, c'est avec lui qu'on a eu l'ONEL, etc. Et du point de vue des réalisations en termes de consolidation de notre démocratie, le bilan de Macky Sall est très faible. Du point de vue de la consolidation de notre système judiciaire, le bilan du président Macky Sall est très faible. Très bien. On a vu ce qui s'est passé avec la CREI, n'est-ce pas, et beaucoup d'autres paramètres. Oui. La question des attentes des Sénégalais par rapport à des questions de valeur et d'éthique, on a vu la transhumance, comment ça a été galvaudé, et pour comment vous, ça a été encouragé. Explique cette chute libre de l'électorat, c'est un signal fort, depuis les locales jusqu'aux législatives. Cette élection nous montre qu'en politique, 2 plus 2 ne font pas 4 forcément. Qu'en politique, 2 plus 2 peut faire même moins 1. Pourquoi? Parce que quand on trahit la confiance des Sénégalais, par exemple, on a vu avec Idrissa Seck qui était dans l'opposition et dont le porte-parole était même le porte-parole de l'opposition au niveau du dialogue politique. Pour vous, il a trahi la confiance des Sénégalais? Bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il a trahi la confiance, mais les Sénégalais peuvent le percevoir comme ça. On a vu que même la jonction Idrissa Seck-Macky Sall a été une jonction qui a été préjudiciable même pour le président Macky Sall. Ça n'a pas été payant. Oui, ça n'a pas été payant. On a vu ce qui s'est passé à la Médina, vous voyez un peu. C'est pour dire que c'est bien de faire de bonnes réalisations. La Médina, sur le plan Bamba Fall matériel. qui a rallié après les locales. Absolument. Oui. Ça veut dire que les Sénégalais tiennent à un certain nombre de valeurs, de jom, de kerse, de respect de la parole donnée. Et je crois que ça, tous les acteurs politiques doivent le savoir et l'intégrer dans leur offre programmatique. Ce n'est pas seulement nous annoncer qu'on va réaliser des kilomètres de route ici, des ponts, des ceci, des cela. Mais c'est des réalisations aussi tout aussi importantes. Il y a aussi cette gouvernance directe impulsée par le président Macky Sall, mais il n'empêche, au finish, le résultat n'est pas là. Absolument. Comment vous l'expliquez ça? Il faut combiner tout ça. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, le président Wade, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait de réalisations au Sénégal. Mais in fine, les Sénégalais l'ont sanctionné parce qu'il y a des principes, c'est-à-dire la dévolution monarchique du pouvoir. Ils étaient contre, n'est-ce pas? Et bien d'autres actes posés par le président Wade à l'époque qui avaient fait que les Sénégalais ont dit non.
Et les Sénégalais sont en train de lancer des messages forts aux acteurs politiques pour leur dire que, attention, nous avons à l'œil. Si vous vous comportez d'une certaine manière, nous avons nos cartes. Et le fait que les Sénégalais croient maintenant à leurs cartes d'électeurs, c'est une très bonne chose. Justement, ça nous préserve de certaines dérives qu'on peut constater dans certains pays. Justement, donc c'est bien qu'on ait une démocratie qui produit des résultats en matière électorale. Justement, on va finir là-dessus. C'est sur le taux de participation. Il y avait beaucoup de craintes sur la participation des Sénégalais. On a parlé à un moment de désenchantement démocratique. Au petit matin jusqu'à midi, en tout cas, dimanche, le taux de participation a été très faible. Au finish, on s'en sort avec 46,64%. C'est pas si mal pour une élection législative. C'est pas si mal parce que si on fait la comparaison avec les élections législatives de 2017, il n'y a pas un grand écart. Seulement, il y avait cette crainte. Il y a plus de 10%. Oui, parce qu'on était à 54%. Ah non, un peu moins de 10%. Ouais. Oui, non, je veux dire, nous, on avait peur à midi. Parce que les informations qu'on avait à midi, eh bien, c'était 26% de taux de participation. Mais il y a eu, dans certaines zones, la pluie, qui a peut-être, même quand Ousmane Sonko allait voter, on voyait que la pluie tombait. Et donc, vous voyez un peu, peut-être la pluie a été un facteur, mais in fine, ce qui est important, c'est qu'on a tenu des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Et je crois que c'est ça la leçon qu'il faut tirer de ces élections-là. Et maintenant, c'est important, les phases qui vont suivre, c'est la phase préélectorale. Justement, quel sera le rôle de la société civile sur le contentieux électoral qui commence déjà à s'installer dès ce soir? Moi, je pense qu'il y a l'opposition qui doit aussi avoir une posture sur cette question. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'opposition se retrouve majoritaire. Si on considère que art tout à fait. Et de l'opposition. C'est toutes les oppositions s'opposent. Oui, maintenant, on a vu qu'il y a une guerre au sein de l'opposition. Mais si on fait le calcul, Benno se retrouve avec 82 députés. Oui. Alors qu'il faut 83 députés pour être majoritaire. Donc, si on fait un calcul simple, on dit que c'est l'opposition globalement qui est majoritaire. Tout à fait. Parce que si on compte les voix de Art Sénégal, de MPR et de Bogiskis, maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer demain à l'Assemblée nationale, parce qu'il y aura certainement des manœuvres c'est clair, ça c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est qu'en tout cas, on n'aura pas une majorité mécanique ou tout. Parce qu'aujourd'hui, même la voix d'un député compte. Absolument. Parce qu'il suffit qu'un député bascule de notre côté pour que tout change. Ici, aujourd'hui, par exemple, un député de Art Sénégal qui rejoint Benno obtient d'office la majorité. Oui. Un député les trois députés qui sont de Art, de Bogiskis et de MPR, qui rejoignent la coalition Yewwi Wallu, du coup, donne la majorité. Et ça va être intéressant parce que on se rappelle cette déclaration d'Ousmane Sonko disant que la seule liste de l'opposition, c'est la liste, c'est l'intercoalition. Oui, justement, c'est là que cette communication peut être contre-productive parce que ça peut amener les députés, en tout cas les coalitions comme Art et les autres coalitions qu'on avait qui se sont beaucoup offusquées de cette ça va rendre difficile un peu le retrouvaille. Absolument. Voyez un peu. C'est pourquoi je dis les jeux sont ouverts à l'Assemblée nationale. Y compris les abstentions, parce qu'on a tendance à penser que d'abord ce sera le vote plein, c'est-à-dire tout le monde va voter, et que ce sera pour ou contre. Avec le jeu des abstentions dans les différentes coalitions. Une abstention peut aussi non, mais c'est une période très intéressante qui s'ouvre à l'Assemblée nationale. Et puis se retrouver avec 3 groupes parlementaires. Exactement. Parce que Wallu peut créer son groupe parlementaire. Avec 24 députés. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'on est dans des innovations possibles par rapport à cette 14e législature. Et je dis donc, il faut vraiment, s'il doit y avoir une cohabitation, parce qu'il y a une cohabitation de fait, mais que ce soit une cohabitation saine pour l'intérêt du Sénégal. Et il faut rapidement qu'on s'entende sur les réformes à faire passer à l'Assemblée nationale. Je crois que le premier chantier, c'est la réforme du règlement sur le mode de scrutin. Surtout, je crois que l'Assemblée a une occasion en or, comme toute sa composition-là, à régler toutes les questions qui étaient en contentieux sur le processus électoral. Très bien. 6 mois avant l'élection
de 2024. Ça, c'est très important. Les marges de manœuvre du président et de la classe politique en général sont réduites et d'autant plus réduites qu'on ne peut pas apporter des réformes majeures au processus électoral, au déroulement des élections, 6 mois avant l'élection, le protocole additionnel de la CEDEAO. Plus 1 an et demi, il reste 1 an au président de la République en intelligence avec le reste de la classe politique pour identifier les réformes, parmi lesquelles je voudrais quand même souligner celles portant le statut du président de la République par rapport au jeu politique. La fameuse question de la présidence du parti au pouvoir par le chef de l'État. Parce que chef d'État, chef de parti. Cela a eu un impact. Si vraiment le président veut sortir par la grande porte, etc., il est évident qu'il ne peut pas se mettre dans la posture du président vaincu défait. Et il a été un président vaincu défait parce que quand son parti l'a emporté en d'autres occasions, il ne s'est pas mis au-dessus de la mêlée. Il s'est comporté en chef de parti vainqueur dans le langage, dans le comportement, dans les réactions. Il faut certainement hisser un peu, élever le niveau de ce point de vue-là. Et c'est une des réformes que le président pourrait peut-être entamer maintenant avant de partir pour que ces questions-là, qui sont une ancienne, qui reviennent tout le temps, puissent être réglées avant son départ. Je pense que tous les points qui faisaient l'objet d'un consensus au niveau du dialogue politique et des assises nationales, n'est-ce pas? Et tout ce qui a été intégré dans le rapport de la Commission nationale de réforme des institutions. Aujourd'hui, c'est l'occasion de remettre tout ça sur la table. Merci beaucoup. Il y a également la question des institutions budgétivores, aujourd'hui contestées, toujours contestées par l'opposition. Par exemple, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Bientôt, ça va être les élections au Conseil des collectivités. Mais c'est l'occasion pour l'opposition de dire que c'est une institution inutile, budgétivore, les priorités sont ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui aussi, les Sénégalais ont à l'œil l'opposition pour que tous ceux qui... Pour porter tous ces débats sur la table et apporter les réformes consolidantes. Et puis, on se quitte sur une note d'espoir. D'ailleurs, concernant le président de la République, ce tweet concernant l'accord de paix et de dépôt des armes signé ce 4 août à Bissau entre le Sénégal, ce tweet qui concerne donc la Casamance, le président de la République sur Twitter, je le cite, je salue l'accord de paix et de dépôt des armes signé ce 4 août à Bissau entre le Sénégal et le comité provisoire des ailes politiques et combattantes du MFDC. Je reste engagé, dit le chef de l'État, pour la consolidation de la paix durable en Casamance. Je remercie le président Oumarou Embalo pour sa médiation. Fin de citation. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Merci beaucoup Mounia Sissé, secrétaire exécutif de l'ONG 3D. Merci beaucoup Souleymane Niang, directeur de l'info du groupe Futur Média. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.